Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'arbore fièrement mon t-shirt de Tchaïkovski, le compositeur russe que j'adore. Donc vous aurez sa musique, hein, ce sont des extraits de ses ballets célèbres, Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant et puis Casse-Noisette. Ça c'est Casse-Noisette par exemple. Voilà, c'était juste la petite parenthèse classique. Alors aujourd'hui on va aborder le premier tome de mon essai La France avec culot et sans culotte. Attention, le voici. Donc voilà, le premier tome, analyse du citoyen français. Donc on va parler que de celui-là aujourd'hui, hein. Le deuxième sera dans une autre vidéo tout simplement. Il fait 336 pages. Donc voilà, ça fait une petite lecture quand même. C'est un essai, donc je m'adresse directement au lecteur. C'est même une particularité de mon écriture, hein, c'est que je suis assez direct. C'est une lecture vraiment qui s'adresse à vous en fait et qui vous prend comme témoin, puisque bien sûr je parle des citoyens français. Donc en fait je parle de vous, de moi, de nous tous. Et donc l'objectif c'est que vous vous sentiez concerné par la lecture tout simplement. Alors, comment est fait mon livre, ce premier tome? Déjà, je précise tout de suite qu'il est indépendant du deuxième tome que j'aborderai plus tard, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que vous pouvez lire que celui-là. L'autre, c'est une suite, une continuité, comme vous voulez. Mais vous pouvez vous arrêter à celui-là si vous voulez. Bon, évidemment, ça veut dire que vous n'avez pas toute l'analyse entière, ce qui serait dommage. Cela dit, après, vous avez le droit aussi de vous arrêter à celui-là. Donc lui, c'est consacré exclusivement aux citoyens français et vraiment à ce qui prédomine chez nous sur le plan idéologique. Alors, en fait, c'est comment expliquer un peu des comportements français, comment comprendre des réflexions, des réflexes de pensée, j'aime bien utiliser ce terme, réflexe de pensée, typiquement français. Alors, j'ai procédé comme ceci. J'ai fait 3 chapitres dans ce tome 1. Chaque chapitre correspond à une grande question. Alors, je vais mettre de la table des matières, c'est très pratique. Parce que j'avoue que je me souviens plus de tout par cœur non plus. Donc la première grande question, le premier chapitre, c'est la France fidèle à son image. Point d'interrogation. Et donc, bon, c'est le chapitre le plus court. En fait, je reviens tout simplement sur l'image que renvoient les Français à l'étranger, principalement. Donc d'ailleurs, le premier thème, c'est notre si belle vieille nation. Donc je reviens très brièvement sur notre histoire, qui est quand même assez vieille, hein, faut le dire. Et je reviens ensuite sur, donc avec image et dépendance, sur ce sur quoi les étrangers se rattachent aux Français en fait. Donc est-ce que c'est sur l'ensemble de notre histoire? Est-ce qu'ils nous voient avant tout comme les héritiers de la Révolution française? C'est la question. Alors évidemment, Révolution française, vous avez compris que c'était le fil rouge de tout cet essai, soit dans le tome 1 ou le tome 2. Pourquoi? Parce que ça va être la base de toutes mes analyses, de toutes mes explications. Je suis un fan inconditionnel de la Révolution. Et donc j'avais voulu faire ces livres, cet essai pour montrer qu'en fait tout peut plus ou moins s'expliquer. On ne peut pas tout expliquer non plus à 100%, mais dans notre manière de penser aujourd'hui, selon moi, c'est un vrai héritage idéologique hérité de la Révolution française. Alors quand je dis Révolution française, évidemment je parle surtout de la première, de 1789. Il est évident que celles de 1830 ou 1848, qui sont beaucoup moins connues pour nous tous, les Français contemporains, on va dire, bon, ça a moins marqué les esprits parce que c'est sur 3 à 4 journées à chaque fois. Mais bon, je vais revenir dans ce tome 1 ainsi que dans le deuxième sur les différentes révolutions, donc les 3, mais aussi les insurrections qui ont échoué, qui n'ont pas abouti à une révolution, si vous voulez. Donc, j'ai mon deuxième chapitre avec la nouvelle question, les Français rois de la Révolution. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, comme vous voyez, avec révolutionnaire d'un jour, révolutionnaire toujours. Là, j'entre
plein pied dans l'esprit français en notant tout ce qui se rapporte à la Révolution dans notre quotidien, dans notre réflexion de tous les jours. Après, il y a derrière la légende une révolution plus accidentelle, entre guillemets, car en fait je reviens sur la manière, les étapes, les prémices de la révolution de 1789 avec ce fameux 14 juillet et la fameuse prise de la Bastille. Je démontre avec, évidemment il y a plein d'historiens qui l'ont fait bien avant moi, bien sûr, à quel point la prise de la Bastille s'est pas déroulée de manière idyllique, idéaliste, ça n'a pas été si simple que ça. Ensuite, guerre de Vendée entre révision et abstraction. Alors la guerre de Vendée est un sujet qui m'est cher, pas seulement parce que j'habite maintenant en Vendée, mais simplement parce que c'est vrai que c'est une grosse page d'ombre sur notre histoire, puisqu'il y a eu beaucoup de massacres en Vendée, commis par les troupes républicaines. Et c'est vrai que franchement, c'est pas très bien expliqué dans nos livres d'histoire, notamment dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que l'éducation nationale française aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils insistent beaucoup sur ce sujet-là, alors qu'il y a beaucoup d'autres thèmes largement développés. Voilà, je dis juste qu'entre la manière de Philippe de Villiers, par exemple, qui est très connu, d'être plutôt pro armée blanche, qui était cette armée blanche, c'est cette armée construite en Vendée, entre autres. Quand on dit Vendée, bien sûr, c'est aussi les départements qui sont autour à l'époque. Entre donc Philippe de Villiers qui donc idéalise peut-être un peu de son côté l'armée blanche, donc qui était monarchiste, qui était contre-révolutionnaire à l'époque. Et de l'autre côté, disons, la culture jacobine parisienne qui, elle, essaye un peu d'oublier tout ce qui a été fait de dramatique, de cruel, on pourra même dire, parce que pour moi, le mot génocide est employé pour cette guerre de Vendée. Eh bien, il y a un juste milieu, je pense, et ce serait bien quand même qu'on n'oublie pas de dire concrètement ce qui s'est passé. Donc c'est ce que je fais sur quelques pages, avec quelques chiffres à l'appui, et puis des témoignages rapportés de l'époque. Voilà pour la guerre de Vendée. Après, il y a l'éternelle théorie du complot. Alors ça, j'aime bien, parce qu'en fait, c'est une manière de montrer à quel point ce réflexe de complotiste est typiquement français et américain. Et ça me permet de montrer en fait la passerelle qu'il y a entre nos deux pays, la France et les États-Unis d'Amérique, pour montrer en fait pourquoi eux et comme nous, en fait, nous sommes attirés par ce réflexe un peu, complotiste. Genre, il y a toujours un grand complot au-dessus de nous. Et en fait, je vais montrer que ça vient vraiment de nos révolutions et qu'il n'est pas étonnant que ce soit nos deux pays qui soient le plus touchés par ce réflexe-là, étant donné qu'on a deux histoires révolutionnaires. Voilà. Alors, bien sûr, ça me permet de revenir sur l'histoire des États-Unis, notamment le démarrage avec la fameuse indépendance des Américains. Et ça me permet de faire la comparaison avec notre révolution à nous, qui n'est pas du tout la même, puisque nous, elle est nettement plus sociale. Et c'est très intéressant, j'aime bien revenir sur l'histoire de France et l'histoire américaine, et montrer que vraiment nos destins sont liés. Voilà. Et donc ce réflexe complotiste en est la preuve. Alors je reviens à la fois sur la mort de Kennedy, bien sûr, même jusqu'à Lady Di, Coluche en France, etc. Les tours de World Trade Center, etc., etc. Jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo, qui justement, super transition, c'est la suite avec Charlie et ses drôles de drames, bien sûr drôles entre guillemets, il n'y a rien d'amusant. C'est une manière de revenir sur ces différents drames qui ont eu lieu et qui donnent lieu à de grandes réflexions complotistes dans notre pays. Donc voilà, je reviens là-dessus. Ainsi que sur alors il y a les drames et les événements, tout événement en type d'événement positif ou négatif, c'est-à-dire que je reviens aussi sur les Coupes du Monde de 98, la Coupe du Monde gagnée en 98, avec cette théorie à l'époque que la France avait acheté le Brésil, vous voyez. Donc à la fois dans le positif et dans le négatif, en fait on retrouve un peu ces réflexes complotistes dans notre quotidien.
Ensuite, le troisième chapitre de ce livre, c'est Football, reflet de la société. Alors, il ne s'agit pas d'une grosse partie consacrée à un domaine purement, footballistique. C'est-à-dire, c'est pas du tout technique. Je reviens plus sur l'approche des Français en général envers le football et donc bien sûr pas seulement les footeux. C'est-à-dire que le plus intéressant au contraire, c'est même d'analyser pourquoi il y a tant d'anti-footeux dans notre pays et de gens qui aimaient le foot et qui ne l'aiment plus, et expliquer pourquoi, d'où ça vient. Et donc j'en viens ensuite aux Jacobins, premier adversaire du football. Et là donc je reviens là-dessus, pourquoi? Parce que j'explique dans ce passage qu'en fait le jacobinisme est vraiment la base de notre façon de penser aujourd'hui à nous Français. Qu'on soit de gauche, de droite, ça n'a pas d'importance. Le jacobinisme n'a pas de parti. Évidemment, au départ, c'est issu plus de la gauche, on va dire, mais ça s'est développé avec le temps. Et donc je reviens là-dessus, et notamment sur cette habitude du jacobin de beaucoup regarder les salaires des footballeurs, hein, et donc comparer avec par exemple la manière dont on traite les sportifs en Espagne par exemple, ou en Angleterre, et même jusqu'aux États-Unis. Et donc je fais une comparaison importante là-dessus pour montrer que vraiment on n'a pas la même façon de voir les choses, notre pays, qu'on a dans notre pays avec les autres. Et donc c'est intéressant, je pense. Et donc je reviens notamment avec ce côté jacobin qui a une sensibilité vraiment particulière avec l'argent en général. Ensuite, France reste du monde, un match idéologique. Là, je vous l'ai dit en fait en avance. Donc, je fais une comparaison vraiment avec nos voisins européens. Hein, donc, c'est vraiment surtout avec l'Espagne, l'Angleterre et les États-Unis à ce moment-là. Football français ou culture de la non-gagne. Alors là, c'est un terrain que j'aime beaucoup. C'est une théorie personnelle que j'ai depuis pas mal d'années, en fait, que je voulais développer en livre. C'est-à-dire que j'explique qu'en fait, la culture jacobine nous a appris à ne pas gagner, tout simplement à se satisfaire d'une défaite du moment qu'on a du mérite, en fait. Parce que le jacobin, c'était la haine du puissant à l'époque de la Révolution de 1789. Et en fait, on a pris cette habitude de mal voir les puissants, les riches, face aux faibles, aux pauvres, soi-disant pauvres. Et en fait, on a toujours ce côté français d'être pour le perdant plus que pour le gagnant, en fait. Et j'explique vraiment que cette culture de la non-gagne se vérifie dans divers sports. Je ne parle pas que du football, je parle du cyclisme, hein, avec le syndrome Poulidor, d'ailleurs qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Je reviens sur différents thèmes comme ça, et je montre vraiment, notamment avec le football, à quel point nos résultats en football avant de gagner des Coupes du Monde ou des Euros, en fait, étaient catastrophiques dans le football français. Malgré un grand potentiel, mais parce qu'il y a une culture de la non-gagne voilà, qui était chez nous, qui nous empêchait de gagner, entre autres. Après, donc, il y a l'identité française, un héritage à sauvegarder. Là, je viens, grâce au football, mais pas seulement, à montrer à quel point on attache une importance à l'identité de notre pays. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, on a bien sûr une histoire très longue, une histoire beaucoup plus ancienne que la plupart des pays qui nous entourent, même en Europe. Hormis l'Italie, l'Allemagne, mais même les termes Allemagne, Italie, je reviens dessus, je montre qu'en fait ça s'est fait très tard, ces appellations en fait. Donc la France, avec son territoire global actuel, c'est vraiment une exception presque européenne, parce qu'on est vraiment l'une des plus vieilles nations. Et donc, cela a fabriqué donc une identité très forte. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, regardent notamment à travers l'équipe de France. Donc, avant tout, les origines des joueurs, leur couleur de peau, leur religion éventuellement, avant de regarder le reste. Et donc, je viens sur cette partie très identitaire du citoyen français. Hein. Donc, après, j'en viens aux jacobino identitaires, premiers citoyens de France, où là, clairement, j'explique qu'en fait, les Français sont divisés en 4 catégories selon ma théorie personnelle. Le jacobin,
qui va être très sensible à tout ce qui est un rapport avec l'argent notamment. Ça veut pas dire qu'il est radin, hein, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'il va être sensible à ça. Par exemple, il va voir un footballeur, il va penser d'abord à ce qu'il gagne, il va s'intéresser à son salaire plus qu'au reste. Ensuite, vous avez la partie identitaire du pays. Ce sont tous ceux qui vont regarder les origines, par exemple, d'un joueur de l'équipe de France avant de regarder le reste. Et vous avez enfin le jacobino identitaire, qui est tout simplement les deux. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui va regarder l'équipe de France, qui va se plaindre qu'il gagne trop et qu'il n'aime pas la France et qu'il a des origines variées, etc. Enfin, c'est vrai, il faut quand même les citer, il y a la 4e catégorie, mais à laquelle je n'ai pas trouvé de nom, qui est donc celle qui n'est ni jacobin, ni jacobine, ni identitaire. Ils sont très minoritaires dans notre pays, il faut pas se raconter de salade. Donc voilà, j'explique qu'en fait le premier citoyen français, celui qui est dominant, est jacobino identitaire. Et c'est grâce au football que je peux expliquer tout ça. Voilà. Donc, ensuite, il y a Didier Super Gagneur, parce qu'en fait, je parle bien sûr de Didier Deschamps, vous l'aurez compris. Je fais un petit rappel de sa carrière et surtout, je reviens sur cette culture de la gagne qu'il a su transmettre en France et qui est incroyable dans une terre jacobine avec cette culture de la non-gagne, comme je l'expliquais avant. Et sur Didier Deschamps, je ne rentre pas trop dans des détails techniques, bien sûr, mais je montre à quel point c'est un extraterrestre idéologiquement dans notre football. Voilà, donc je reviens sur lui et je précise quand même que j'avais fait ce passage du livre avant qu'on gagne la dernière Coupe du Monde en 2018. Voilà. Donc je dis pas que c'est pour me donner tout le mérite, mais voilà, j'avais tout préparé avant. Et enfin, dernier thème abordé du livre, PSG, la cible idéale. Et là, je reviens en fait sur le Paris Saint-Germain, parce qu'il est pour moi c'est fantastique à quel point il incarne tout ce que les jacobinos identitaires détestent dans notre pays aujourd'hui, dans notre football. C'est-à-dire qu'à la fois parce que c'est un club qui n'appartient plus officiellement à la France, mais au Qatar, l'État du Qatar, donc évidemment ça ne plaît pas pour ça. En plus, il y a beaucoup de joueurs de toute nationalité dans le pays, c'est très internationalisé avec le temps. Et enfin, parce qu'ils gagnent énormément d'argent. Et en plus, ils ont la culture de la gagne puisqu'ils gagnent tout. Et ça insupporte aussi l'esprit jacobin du pays. Voilà. Donc je reviens là-dessus. C'est la conclusion de ce premier tome. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je reviendrai sur le tome 2 qui sera consacré davantage, dans une autre vidéo, qui sera consacré davantage au pouvoir, au système politique français de ces 40 dernières années. Et ensuite, dans la dernière partie, je ferai la synthèse entre ce que j'explique là-dedans du citoyen français et le pouvoir qui nous entoure depuis à peu près 40 ans, hein, je me dis environ, et je fais la synthèse pour expliquer maintenant quel avenir pour notre pays, notamment notre avenir politique. Donc celui-là sera un livre plus politique, celui-là, vraiment le premier, c'est plus sociétal, c'est-à-dire que ça parle de notre quotidien, de notre manière de penser. J'utilise le football, mais je rassure les non-footeux, il ne s'agit pas de parler uniquement à ceux qui sont fans de ce sport, mais aussi aux autres, hein, pour qu'ils réfléchissent un peu sur leur manière de voir les choses et voir s'ils se retrouvent ou pas dans une catégorie jacobin identitaire, jacobino identitaire, etc. que je leur propose. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, il suffit de s'abonner, tout simplement, c'est très simple. Hein. Ou alors de me suivre sur ma page Instagram, sur ma page d'auteur Facebook aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, à plus, merci tout le monde.